Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle interview LexisNexis consacrée à l'évolution de la profession d'avocat avec le regard et les propositions de 2 candidats qui se présentent, et c'est une première à Paris, au co-bâtonnat du barreau de Paris pour les prochaines élections qui auront lieu les 10 et 12 décembre prochains. À ce titre, je suis ravie d'accueillir Clarisse Surin. Vous êtes avocate associée du cabinet CLS Avocat. Vous dirigez la pratique droit du travail et droit pénal du travail. Vous avez été membre du Conseil de l'Ordre en qualité de coordinatrice de l'autorité de poursuite, puis du Conseil national des barreaux en qualité de vice-présidente des commissions numériques et prospectives, et aujourd'hui candidate au co-bâtonnat du barreau de Paris avec Thomas Baudesson. Merci à Marie-Astrid de nous recevoir. Thomas Baudesson, bonjour. Vous êtes avocat associé du cabinet Clifford Chance LLP Paris. Vous êtes expert en droit pénal des affaires et en compliance, ancien membre du Conseil de l'Ordre, co-directeur de la revue de la compliance et de l'éthique des affaires chez LexisNexis. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, co-publié avec Charles-Henri Boringer sur les enquêtes inopinées chez le même éditeur. Et vous êtes candidat au co-bâtonnat du barreau de Paris avec Clarisse Surin. Merci de nous recevoir. Merci à tous les deux de répondre à mes questions. Alors, en introduction, fait atypique, je ne reçois pas aujourd'hui un binôme candidat au bâtonnat et candidat au vice-bâtonnat, mais 2 candidats à un co-bâtonnat. Donc, on est au-delà de la simple parité. Vous souhaitez partager le titre, le bureau, la rémunération, les fonctions de bâtonnier avec une répartition naturelle selon vos compétences chacun. Vous prenez une répartition parfaitement égalitaire de la fonction. Pourquoi vous vous présentez justement sous ce format ? Clarisse. C'est une première, justement, le co-bâtonnat. Avec Thomas, nous souhaitons donc passer de la parité à l'égalité. Le bâtonnier de Paris a des fonctions très importantes et très nombreuses. Aujourd'hui, et tout le monde le sait, l'union fait la force. En étant 2 co-bâtonniers, nous ferons plus de choses pour les confrères, nous serons plus présents. Nous assurons des missions totalement nombreuses puisque nous sommes complémentaires. Thomas provient d'un cabinet international avec un nombre de collaborateurs importants. Moi, je viens d'un cabinet de taille humaine. Et donc, c'est la complémentarité du barreau, la diversité d'exercices de différents confrères. Et donc, le co-bâtonnat permettra de représenter tous les confrères. La question qui se pose derrière ce co-bâtonnat, c'est que ça n'existe pas. Et ça fait peur. Quelque chose qui n'existe pas ne fait toujours peur. Jean-Yves Le Borgne avait la même difficulté il y a 15 ans lorsqu'il a mis en place le vice-bâtonnat. Dès lors que les urnes ont parlé et qu'il a été élu vice-bâtonnier, le soir même, la DSCS s'appelait et les textes étaient changés. Il se passera exactement la même chose avec le co-bâtonnat pour une meilleure représentation de l'ensemble des confrères. Très bien. Donc, on est vraiment sur une exemplarité par ce nouveau format. Alors, votre campagne, elle est axée sur 3 grands thèmes. L'éthique, l'humain et l'avenir. L'avenir de la profession. Vos propositions sont nombreuses, votre programme est ambitieux et assez innovant. Alors, cette interview ne suffira pas évidemment à détailler l'ensemble de vos propositions, mais des propositions fortes émanent de votre projet. Sur l'éthique, tout d'abord, vous proposez un choc éthique. Thomas Baudesson, quelles sont concrètement les principales propositions que vous portez sur ce choc éthique ? Alors, merci Marie-Astrid d'évoquer ce sujet en premier lieu, parce que c'est un sujet qui est tout à fait important pour Clarisse et moi. Clarisse et moi, nous sommes connus à l'autorité de poursuite à l'ordre. La discipline, pour nous, c'est quelque chose de fondamental. Nous avons l'un et l'autre des standards éthiques très exigeants, et nous faisons malheureusement le constat que la confiance entre le barreau et les magistrats n'est pas au rendez-vous. Le choc éthique, pourquoi ? Parce que c'est une nécessité pour les avocats d'être à la fois crédibles et respectés dans l'exercice de leurs fonctions. Nous ne sommes pas des prestataires de services ordinaires. Il est essentiel pour nous de regagner cette crédibilité que nous avons perdue et que un certain nombre de penseurs de la profession ont identifié comme l'un des grands défis de la profession d'avocat du XXIe siècle. Ce problème de crédibilité, nous l'avons à l'égard des magistrats, d'une part, et également à l'égard de l'ordre. Les avocats ne font plus
vraiment confiance à l'ordre. Alors en termes de mesures, puisque c'est votre question, quelles sont les grandes mesures que nous voulons mettre en place? Pour redevenir crédibles, nous voulons utiliser cet outil qui est à notre disposition, le RIBP, Règlement intérieur du barreau de Paris, sur lequel le barreau de Paris a la main, à la différence du règlement intérieur national qui est à la main du CNB. Et ce RIBP, nous voulons le dépoussiérer, le toiletter, l'améliorer, le mettre au meilleur standard pour redéfinir un certain nombre de normes en se mettant autour d'une table avec des magistrats pour définir des règles du jeu, s'y tenir. Et une fois que ces règles du jeu sont définies, eh bien on les fait respecter parce que c'est là qu'on est crédible. Il ne suffit pas simplement d'avoir des règles, il faut les faire respecter. Et à cet égard, nous envisageons de faciliter la saisine de l'ordre en étendant la ligne d'alerte qui existe actuellement en matière de harcèlement et qui a été mise en place. C'est une bonne chose, mais il n'y a aucune raison de la limiter au harcèlement. Nous voulons étendre cette ligne d'alerte à l'ensemble des comportements qui ne sont pas conformes à la déontologie des avocats. Et puis, l'une des dernières mesures que nous voulons mettre en place, qui est en réalité, qui devrait être plutôt la première, c'est enseigner à la fois l'éthique et le secret professionnel dès l'université. Il est anormal en France que le secret professionnel ne soit enseigné ni à l'université ni à l'ENM, et c'est pour cette raison, c'est une des raisons pour lesquelles, de mon point de vue, avec ce déficit de crédibilité, que les magistrats ne sont pas enclins à donner aux avocats un secret professionnel du conseil. Les magistrats, beaucoup de magistrats, ont le sentiment que ce secret professionnel va être mal utilisé par les avocats, et là, on revient toujours au même point de départ, qui est ce problème, ce déficit de confiance. Déficit de confiance, enfin, à l'égard de l'ordre. Beaucoup de confrères questionnent le fonctionnement de l'ordre, sa transparence. Une des mesures phares que nous voulons mettre en place lorsque nous serons élus, c'est mettre en place un déontologue sur le modèle de ce qui existe à l'Assemblée nationale, pas un déontologue pour rendre des avis déontologiques sur des questions qui intéressent les avocats, non, un déontologue qui serait plutôt un spécialiste de la gouvernance et de la bonne gouvernance d'une organisation pour regarder comment fonctionne l'ordre, établir un rapport annuel qui sera consultable sur demande par n'importe quel avocat du barreau de Paris, et ce rapport pourra contenir, le cas échéant, un certain nombre de recommandations d'amélioration de notre ordre. Donc exemplarité, quand on parle d'éthique, c'est exemplarité. Très bien, merci pour toutes ces précisions sur l'humain. Maintenant, votre projet est essentiellement tourné vers l'humain. Vous décrivez une réalité du quotidien des avocats, quelle que soit leur structure. Vous parlez de conditions de travail exigeantes, parfois sacrificielles. Vous parlez même d'une recherche perpétuelle des dossiers, des honoraires. Question justement, que souhaitez-vous apporter? Quelles mesures portez-vous justement par rapport à l'humain au sein du cabinet? Un constat. 85% des avocats exercent avec un taux de stress très élevé. La santé et le bien-être des avocats est un sujet majeur de notre campagne, souvent un sujet tabou. Évidemment, l'avocat ne parle pas de sa fragilité, puisque lorsqu'on affiche sa fragilité, on a tout simplement peur de perdre son client, de perdre en crédibilité à l'égard de ses pairs, à l'égard de ses clients et à l'égard également des magistrats. On a aussi cette difficulté de se dire que la concurrence est présente et forte et parfois même déloyale. Et donc, l'avocat préfère ne pas montrer cette fragilité. Avec Thomas, différentes mesures sont proposées justement pour pallier cette difficulté et pour évoquer ce sujet qui est encore tabou. Et donc, la première mesure est l'avocat care. Nous sommes une prestation où c'est vrai où le cerveau est mis à contribution tous les jours. On ne s'arrête jamais, même pendant les vacances, au fin fond d'une plage, on a encore un dossier en tête. Et c'est vrai que beaucoup d'avocats exercent en étant épuisés professionnellement. Et donc l'épuisement crée un impact également pour la profession, puisqu'il augmente le taux de sinistralité. Notre première mesure, donc l'avocat care, c'est permettre à un avocat au bord de l'épuisement de se dire « je fais une pause professionnelle et intellectuelle de 3 mois, et qui permettra à l'avocat soit de revenir plus fort, ou soit de se dire tout simplement que la profession n'est plus faite pour lui, de la quitter et, via les bilans de compétences, aller vers une autre voie. Un autre sujet qui est très important pour nous, c'est qu'aujourd'hui, l'ordre doit protéger encore plus les avocats. On peut saluer le travail qu'avaient fait Pierre Hoffman et Vanessa Boussardo sur la maternité. On a récemment une salle d'allaitement, donc c'est dire l'importance de la santé pour nos bâtonniers, mais il faut aller plus loin. Les avocates n'ont plus
à se répandre, ne devrait pas avoir à se répandre dans la presse, qui ne doit plus être le seul parloir des avocats. Donc il est important que les avocates enceintes n'aient plus à choisir entre barreau et berceau. Et la première mesure qu'on souhaite mettre en place, c'est le maternégale, une intelligence artificielle qui permettra à toutes les avocates enceintes d'avoir toutes les informations sur la maternité, de trouver également un lieu d'échange avec les autres consoeurs pour trouver des sous-traitances, un lieu pour échanger sur les difficultés qu'elles rencontrent, pour signaler également à l'ordre très rapidement les difficultés qu'elles rencontreraient donc avant et après la maternité, puisque ce n'est pas juste l'accouchement qui pose le problème. Lorsqu'on participe justement à des commissions, on comprend très facilement qu'il y a encore cette difficulté, donc il faut accompagner les cabinets. Et donc, nous mettrons en place un kit parentalité, donc avant et après l'accouchement des consoeurs. Nous modifierons également le RIBP pour intégrer différentes mesures qui n'existent pas encore et qui ne sont pas couvertes, notamment la fausse couche, la PMA. Et parce qu'il faut prendre en compte l'évolution de la société, nous rajouterons des mesures sur les avocats aidants. Bien évidemment, l'humain concerne également le jeune barreau, des mesures pour les aider à concilier vie personnelle et vie professionnelle. Donc un barreau qui s'adapte. Exactement. Dernier volet de votre programme, c'est l'avenir de la profession. Alors, cette interview ne nous permettra pas, une fois encore, de détailler l'ensemble de votre programme sur ce sujet qui est particulièrement ambitieux. Peut-être juste chacun quelques mots pour conclure sur les mesures que vous portez, que vous souhaitez porter justement sur l'avenir de la profession. Clarisse Thomas. Clarisse Thomas. Alors, la France est un des pays dans lequel le taux d'avocats par habitant est le plus faible en Europe. Il n'y a pas de raison qu'il soit le plus faible. Il faut faire progresser la place du droit en France. Nous voulons développer le réflexe avocat pour que les utilisateurs du droit, les justiciables, recourent davantage et pensent davantage à recourir à un avocat. C'est l'intérêt de la société que les citoyens respectent la règle de droit. Donc nous allons œuvrer en ce sens. J'ai participé à la mise en place de Paris Place de Droit et à la mise en place des chambres internationales au tribunal de commerce il y a quelques années, et nous allons poursuivre ce travail. Par ailleurs, nous souhaitons œuvrer à faire cette grande famille du droit que nos anciens appellent de leur vœu depuis des décennies. La France est un pays où les professions juridiques sont fragmentées. Il y a eu un certain nombre de réformes qui ont vu la fusion des avocats avec les avoués, la fusion des avocats avec les conseils juridiques. Il faut progresser, il faut essayer de rapprocher avocats et magistrats pour œuvrer dans cette direction de la grande famille du droit. Et donc, dans la continuité de ce que dit Thomas, évidemment, œuvrer, c'est la formation commune, ce que l'on souhaite tous, hein, la même formation pour les avocats et magistrats, et ça concourt également sur la même formation et ouvrir la formation aux élèves avocats pour réduire notamment la fracture numérique. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, et donc l'avocat de demain, qui doit être un avocat augmenté, doit savoir coder, chiffrer, apprendre à se former et appréhender totalement l'intelligence artificielle. Très bien. Thomas Baudescent, Clarisse Surin, merci infiniment d'avoir répondu en un temps record à ces questions. Vous pouvez retrouver l'ensemble des interviews des différents candidats au bâtonnat de Paris dans la semaine juridique générale sur notre solution Lexis 360 Intelligence. Je vous remercie pour votre attention. Merci Marie-Astrid. Merci Marie-Astrid.